Le point complet de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue. Voici les titres. 60e session du Conseil des droits de l'homme. La Guinée participe aux assises. On note avec satisfaction l'adoption par l'ensemble des parties prenantes du rapport de la Guinée issu du 4e examen périodique. Pas seulement, des engagements sont réitérés. Le 17 septembre de chaque année, l'humanité commémore la journée du tourisme en Guinée. Un département ministériel a été récemment érigé. Objectif, mettre en lumière le potentiel touristique de la Guinée. Déclaration à suivre du ministre Mahamadou Abdoulaye. Santé, CHU, Donka, mise en marche de la salle de cathétérisme cardiaque, ce qui va permettre de réduire les évacuations dans le traitement des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Une avancée saluée par les autorités de cet hôpital. C'est tout pour les titres. Justice. La Guinée participe à la 60e session du Conseil des droits de l'homme. C'est le garde des Sceaux qui conduit la délégation. Lors des assises, le rapport de la Guinée, issu du 4e examen périodique adopté par l'ensemble des parties prenantes. Au même moment, des engagements sont pris pour la mise en œuvre des différentes recommandations. Carlo Younoussaba, depuis Genève. Genève, 60e session du Conseil des droits de l'homme. Ici, le rapport de la Guinée, issu du 4e examen périodique universel, est adopté par l'ensemble des acteurs. Ceci au regard du contenu du document et des réformes engagées en matière des droits de l'homme. En mai 2025, 257 recommandations avaient été faites à la Guinée, en vue non seulement de consolider les acquis, mais aussi permettre la poursuite de l'irréversible marche vers la construction d'un État de droit. Le 2 mai 2025, à l'occasion de la conclusion de l'examen de mon pays, j'avais sollicité et obtenu que ma délégation, en dépit des pleins pouvoirs dont elle était détentrice, puisse raisonnablement se référer à tous les acteurs locaux, institutionnels, politiques et sociaux avant de se prononcer sur les différentes recommandations. C'est dans ce sens qu'à notre retour au pays, au moyen d'un atelier national, une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur les recommandations a été efficacement menée. Ainsi, à l'issue de cet exercice, 246 recommandations ont été acceptées sur les 257 et 11 autres ont été notées. Le tableau récapitulatif détaillé, suivant le format approprié, a été conséquemment transmis en temps opportun. Compte par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, la délégation guinéenne à cette rencontre de haut niveau réitère la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Le gouvernement de la République de Guinée prend acte des recommandations acceptées et s'engage à les mettre en œuvre. Les défis en matière de droits de l'homme méritent d'être relevés, car ils sont des impératifs qui s'imposent aux différents gouvernements. L'absolue condition de la paix et de la justice demeure les droits de l'homme. Le combat pour leur effectivité est un combat pour la dignité humaine, la liberté et la justice pour chaque citoyen. C'est avec honneur et détermination que mon gouvernement mènera ce combat en comptant sur de précieux soutiens et l'accompagnement de tous. La quasi-totalité des États ont demandé à ce que le rapport de la République de Guinée soit adopté par consensus au regard des résultats obtenus, au regard de ce que la Guinée a présenté, mais aussi au regard du fait que la délégation guinéenne n'a occulté aucun sujet. Nous avons dit ce qui va, nous avons dit ce qui ne va pas, et c'est cette forme de reconnaissance des réalités guinéennes qui a fait effectivement que les États partis ont reconnu que le gouvernement guinéen est en train de faire des efforts en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. À Genève, la République de Guinée enregistre un autre résultat dans sa marche vers la consolidation de l'état du droit. Cette étape confirme l'engagement du gouvernement à répondre aux attentes de tous en matière de respect des droits humains. De Genève, retour au pays, session ordinaire du Conseil des ministres du WASCAL, entendez Centre Ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Conakry abrite la 6e édition. On retrouve plusieurs délégations venues de la sous-région. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui préside la rencontre. Ali Kamara, compte rendu.
En cette période de défis climatiques, la coopération régionale est plus que jamais cruciale. C'est dans cette optique que s'est ouverte ici à Conakry la 6e session ordinaire du Conseil des ministres de WASCAL, le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Le siège est à Accra avec son centre de compétences basé au Burkina Faso et de réunion de haut niveau pour décider de l'avenir de la résilience climatique en Afrique de l'Ouest. Mobiliser la recherche et l'innovation, ainsi que la formation pour renforcer la résilience de nos systèmes humains et environnementaux face aux bouleversements climatiques. Notre région dispose aujourd'hui d'un cadre académique et scientifique unique, à travers des écoles doctorales et des programmes de recherche implantés dans la quasi-totalité des pays membres. Cette structure, au-delà de la formation scientifique de haut niveau, contribue à l'émergence d'une pensée africaine sur le climat, capable de dialoguer d'égal à égal avec les grandes institutions mondiales et de produire des solutions contextualisées à nos défis. Cet espace scientifique se positionne déjà comme un pilier essentiel pour une décision afin de fournir des données climatiques fiables et accessibles pour anticiper les sécheresses et les inondations. Au-delà de l'aspect scientifique et de recherche qui interpelle et qui intéresse les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, je dois dire que la Guinée est dans une phase extrêmement importante en ce qui concerne les dynamiques relatives au changement climatique. Donc la recherche scientifique pour permettre la préservation de cet environnement, d'anticiper sur les méthodes culturelles à mettre en œuvre pour assurer une capacité de résilience beaucoup plus importante des populations et des terres aussi, est d'un intérêt particulier. D'où la nécessité que la science, que les chercheurs anticipent pour préparer la société et préparer les programmes qui pourront être exploités de la manière la plus large par des producteurs, par les acteurs qui ne sont pas des acteurs du monde scientifique. Avec des institutions comme WASCAL, portées par une volonté politique affermie, la région se dote des instruments nécessaires pour construire un avenir responsable et résilient. On enchaîne avec cette feuille d'audience à la primature. Le chef du gouvernement reçoit la délégation du groupe des 5 composé des représentants des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. La rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre la Guinée et ses partenaires. Ousmane Bangoura. Au palais de la Colombe, le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré avec la délégation du groupe des 5, conduite par Mme Christelle Younes, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée. Une rencontre qualifiée de décisive au lendemain du référendum constitutionnel du 21 septembre. Au menu des échanges, les prochaines étapes du retour à l'ordre constitutionnel, mais également les perspectives économiques du pays. La récente notation financière obtenue par la Guinée a été largement saluée par la communauté internationale. Dans l'histoire de la Guinée, donc nous voulions en tant que partenaire clé de la Guinée féliciter le Premier ministre et le peuple de Guinée pour ce moment historique. Le Premier ministre nous a assuré que les étapes suivantes allaient être en cours et que nous verrions bientôt un retour complet à l'ordre constitutionnel. Et nous avons parlé ensemble de la manière dont la communauté internationale pourrait soutenir la Guinée pour que les prochaines étapes se passent dans l'apaisement, dans l'inclusion. La rencontre s'est achevée sur une note d'optimisme marquée par la volonté partagée de renforcer le partenariat entre la Guinée et ses partenaires techniques et financiers. 3 jours après la publication des résultats globaux provisoires du référendum constitutionnel du 21 septembre dernier, l'Observatoire national autonome de supervision, ONASUR, était ce vendredi face à la presse, opportunité pour l'institution de présenter sa mission et sa méthodologie de supervision du vote. Amadou Touré, explication.
Suite à la publication des résultats globaux provisoires du vote référendaire du 21 septembre dernier par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR est face à la presse. Objectif, présenter la mission de cette institution de supervision du scrutin conformément aux articles 11 et 16 de la loi référendaire. Ces missions incluent la supervision du déroulement du processus électoral, le suivi du respect du chronogramme, la vérification de la disponibilité et de la conformité du matériel électoral, l'observation du scrutin, du dépouillement et de la centralisation des résultats, la transmission d'un rapport général aux autorités compétentes. Il faut reconnaître et saluer la mobilisation effective des populations guinéennes dans ce processus de vote le jour du scrutin. Premièrement. Deuxièmement, la non-violence, le comportement pacifique dont les Guinéens ont fait preuve mérite d'être signalé. Le présent point de presse a également été une occasion pour les 11 membres de l'organisation de présenter aux journalistes la méthodologie utilisée par l'organisation dans le cadre de la supervision du référendum constitutionnel. Nous avons réussi donc à mettre en place un système numérique qui nous a permis de travailler, de recenser les personnes, de les former, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, de leur montrer comment utiliser l'outil. Et je vous assure que pendant 48 heures, personne n'a dormi. Nous avons procédé à la création d'une plateforme de collecte et de traitement des données électorales. Donc, en réalité, on avait un QG qui nous permettait, à travers les membres de l'organe, d'obtenir de nos superviseurs déployés sur le terrain toutes les informations, toutes les données électorales en vue de leur traitement. Et puis, Journée mondiale du tourisme, c'est le 17 septembre de chaque année. Je vous le disais à l'entame de cette édition. Récemment, un département ministériel est érigé afin de mettre en avant le potentiel touristique de la Guinée. Ces 2 mois, ce qui a filtré de la réaction du ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo. Extrait. Tourisme et transformation durable, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence. Déjà, le gouvernement est à pied d'œuvre pour valoriser le potentiel touristique pour faire du secteur un moteur de croissance inclusive. L'occasion pour le ministre de relever certains chantiers en cours de réalisation. La réhabilitation et la modernisation du voile La Mariée à Kindia, le démarrage des travaux de rénovation de l'hôtel Monimba à Zérékoré, l'achèvement des travaux de la cité Niger à Farana, la rénovation prochainement du grand hôtel d'indépendance de Conakry ainsi que l'hôtel Bel Air, la structuration d'un cadre réglementaire pour encourager les investissements privés à travers la soumission du projet de code de tourisme au CNT et la relance de la promotion internationale de la destination Guinée avec la participation active à des salons et foires touristiques. Levier de développement à travers la diversification de l'économie, le tourisme est un secteur très transversal qui devrait de ce fait être l'affaire de tous. Aussi forte que soit la volonté de l'État, elle ne saura suffire sans la contribution du secteur privé. Le tourisme est un secteur d'investissement, d'innovation et de partenariat. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux entrepreneurs guinéens, aux investisseurs étrangers, aux institutions financières, aux jeunes porteurs de projets et surtout à la diaspora guinéenne, investissez dans le tourisme guinéen. Les opportunités sont immenses. La construction d'infrastructures hôtelières, de lodges et hébergements écotouristiques, le développement de circuits de randonnée et de découverte, la valorisation des sites historiques et culturels, la mise en place d'agences de voyage et de tourisme moderne, l'innovation dans les circuits et les services numériques liés au tourisme. Le ministre a aussi lancé un appel à chaque citoyen à jouer sa partition en devenant ambassadeur de la destination Guinée. C'est dans un commentaire signé Ousmane Ba. À présent, gestion du foncier en Guinée.
Poursuite des réformes à la matière dans la région de Kankan précisément. Le ministre de l'Habitat rencontre les cadres préfectoraux et chefs de section sur les nouvelles dispositions liées aux réserves foncières. En bonne place, le corridor du projet minier Simandou. Moussa Kouyaté. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable de Simandou 2040, le gouvernement met un accent particulier sur la création et la sécurisation des réserves foncières. Le projet minier Simandou constitue à ce titre un axe stratégique. Avec la décision du ministère en charge du foncier, de réserve 15 km au moins sur l'ensemble du corridor ferroviaire comme patrimoine foncier de l'État. En séjour dans la région de Kankan, le ministre de l'Habitat a réuni les directeurs préfectoraux et les chefs de section des services de l'habitat venus de toute la région. Nous avons réitéré l'engagement du gouvernement à la préservation de tous les domaines de l'État et invité l'ensemble des services de l'habitat à continuer l'immatriculation de toutes les réserves foncières de l'État, mais également des équipements collectifs, afin que désormais des domaines de l'État ne sortent plus du portefeuille de l'État au détriment des individus. Nous avons rappelé au cadre non seulement des services de l'urbanisme, mais également à l'ensemble des cadres régionaux et préfectoraux présents l'obligation du respect de la hiérarchie qui fait des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets les seuls responsables de l'administration publique dans les régions, dans les préfectures et les sous-préfectures. Au-delà du projet Simandou, les autorités réaffirment la volonté du gouvernement de préserver tous les domaines de l'État, mais aussi d'accélérer l'immatriculation des réserves foncières à travers le pays. Je comprends maintenant que l'État peut attribuer un domaine à quelqu'un pour un usage. Quand l'usage n'est plus là, le domaine ne t'appartient pas comme propriété exclusive. Tu peux l'utiliser momentanément pour un besoin et qu'après, si tu changes d'utilisation, l'État peut reprendre. Le ministre a montré, lui il est à Conakry, mais tout ce qui se passe dans la région, ça doit passer par le gouverneur. Tout ce qui doit se passer dans la préfecture, ça doit se passer avec le préfet. Et dans la sous-préfecture aussi, c'est la même chose avec le sous-préfet. Si tout le monde connaît ce qu'il doit faire, il n'y aura pas de problème. Avec le projet Simandou comme levier de développement, les autorités entendent garantir une gestion rigoureuse des réserves foncières tout en renforçant la confiance des populations dans la vision d'un avenir mieux structuré et partagé. Pendant ce temps, révision de la politique nationale du secteur privé, il est essentiellement question de redéfinir les axes stratégiques et les priorités. La rencontre s'étend sur 2 semaines et dans un contexte de refondation avec le programme Simandou. Karim Kamara. Depuis 2018, la Guinée a adopté une lettre de politique nationale de promotion du secteur privé. 7 ans après, un regard neuf est jeté sur cette politique qui ne répond plus aux défis d'aujourd'hui. Au ministère de l'Industrie et des PME, l'on pense qu'il est nécessaire de dépoussiérer cet outil. Sous la houlette de la Direction nationale de la promotion du secteur privé, c'est parti pour les travaux de la commission de révision de la dite politique. Nous sommes aujourd'hui dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. La ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, nous a donc instruit de réviser la politique nationale de la promotion du secteur privé en tenant compte aujourd'hui de l'élan nouveau qu'a pris la Guinée, en dotant notre secteur privé de tous les moyens et instruments possibles afin qu'ils puissent prendre leur place dans l'échiquier économique international et surtout sous-régional. Pendant près de 3 semaines, ces acteurs se pencheront sur la redéfinition des axes stratégiques et les priorités pour un secteur privé performant. Les travaux vont porter sur la proposition d'un cadre d'orientation, d'organisation, de classification, de structuration et de soutien. La notation inaugurale B+, avec perspective stable de la République de Guinée, par l'agence de notation Standard & Poor's, est un signal fort de ce talent de croissance de notre pays. La politique nationale doit pouvoir également répondre aux aspirations de toutes les forces économiques du pays, des grandes entreprises aux PME, ensemble par les artisans, les agriculteurs, les commerçants, les investisseurs nationaux et étrangers. Au-delà de cette révision, la Commission nourrit aussi l'ambition d'élaborer une stratégie opérationnelle afin que la politique nationale de promotion du secteur privé se traduise en actes.
Au même moment, formation certifiante en excellence opérationnelle. Elle est centrée sur la gestion des ressources et la démarche qualité. La session intéresse plusieurs entreprises guinéennes avec pour seule ambition rehausser le niveau de performance. Moussa Komara, Quintessence. Derrière ces regards attentifs, un défi, apprendre à produire mieux, plus vite et avec moins de gaspillage. Dans cette salle, chaque concept étudié est une arme contre l'inefficacité et la perte de compétitivité. Cette formation va bien au-delà de la théorie. Elle plonge les participants dans des cas pratiques, leur donnant les outils pour transformer leur entreprise en véritable machine de performance. La semaine dernière, nous avons lancé une première session certifiante en gestion des projets et aujourd'hui, nous lançons la deuxième session en excellence opérationnelle au bénéfice du top management. Dans un monde où la compétitivité se gagne au détail près, ces chefs d'entreprise et cadres guinéens cherchent plus qu'un simple certificat. Ici, l'excellence opérationnelle n'est pas qu'un concept. C'est une méthode concrète qui permet de garantir un niveau de qualité irréprochable. C'est un levier stratégique pour les managers pour gagner l'engagement à la fois professionnel et émotionnel de toute l'équipe pour qu'on puisse coordonner nos actions et agir en synergie vers l'atteinte des objectifs, qu'ils soient de court terme, de moyen terme et même de long terme. Avec nos formateurs, je suis sûr qu'à l'issue de cette formation, nous pourrons peut-être améliorer nos qualités opérationnelles vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de toutes nos relations en banque. À l'issue de cette session de 5 jours, les bénéficiaires repartiront avec des compétences certifiées, mais surtout avec une vision renouvelée, faire de la qualité et de la rigueur une culture d'entreprise. Au niveau de l'enseignement supérieur, une université franco-arabe est en gestation. Ce temple du savoir sera logé à Mamou, une bonne nouvelle pour les passionnés de la culture islamique. Mamadou Patebalde, correspondance. Pour la première fois, Mamouville Carrefour est en voie de se doter d'une université franco-arabe. L'ONG Les Acteurs de Développement Local en Guinée, Adelgui, s'apprête pour la réalisation de ce projet ambitieux de l'objet de promouvoir le système éducatif dans la région. Cette université que nous comptons construire ensemble main dans la main sera une institution à vocation islamique, mais moderne, car dotée de filières qui permettrait de former les étudiants dans les domaines de la santé, du BTP, de la comptabilité, de l'agriculture, de l'élevage et tant d'autres. Nous aspirons tous au développement de cette ville, de cette commune. Nous devons d'abord se donner la main, penser, réfléchir, dormir et se réveiller ensemble. Chacun pour ce qu'il doit poser sa petite pierre pour construire cet édifice qui nous est commun, qui est la paix commune urbaine de Mamou. La réalisation de cette institution d'enseignement supérieur moderne franco-arabe qui sortira bientôt de terre permettra à coup sûr d'offrir un meilleur cadre de vie et d'apprentissage aux apprenants. Nous sommes convaincus que cette université, une fois réalisée, constituera une référence nationale et sous-régionale, non seulement par la qualité de son enseignement, mais aussi par son apport au rayonnement scientifique et culturel de Mamou. Après cette cérémonie de lancement, les autorités et les initiateurs se sont rendus sur le site qui va abriter ce temple du savoir situé au quartier Koumi, dans la commune urbaine de Mamou. Cette autre bonne nouvelle, et c'est pour les administrateurs territoriaux en bonne place, les sous-préfets de la circonscription de la baie, ils reçoivent des véhicules de commandement, une manière d'être plus proche des populations locales. Sarafidine Diallo, Diaré Diallo. À la baie, les 17 lauréats des examens nationaux reçoivent leur kit informatique. Une cérémonie solennelle qui réunit autorités locales, parents et proches venus célébrer l'excellence scolaire et engager la jeunesse vers le numérique. Utilisez ces outils avec responsabilité. Ils sont équipés de la plateforme Iloni, une véritable mine d'or, vidéo de cours, sujet corrigé, support PDF et bien plus encore. Elle a été conçue pour vous, en particulier pour les élèves de l'intérieur du pays
qui ont parfois des difficultés à boucler le programme. Ces cadeaux vont nous permettre de continuer dans notre apprentissage, de faire des recherches, de continuer à progresser. Ces tablettes et ordinateurs offerts par le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique à travers l'ANSUTEN visent à favoriser l'inclusion numérique dans les écoles. Nous sommes satisfaits dans la mesure où cette distinction vient à point nommé, ça engage sur le terrain une compétition saine vers l'excellence. Comme chaque année, l'ANSUTEN distribue 170 kits informatiques à travers les 8 régions du pays. Une initiative qui stimule l'émulation entre élèves et renforce l'apprentissage de l'outil informatique, aujourd'hui indispensable à la réussite scolaire et professionnelle. Vous avez certainement compris, c'est plutôt la remise des kits scolaires à marge de la rentrée des classes. Après Kindia, ouverture à Koya du dialogue communautaire sur la sécurité routière, une forme de sensibilisation sur les dangers liés à la circulation. On cite un exemple, le transport à moto des enfants, notamment les écoliers, à quelques jours de la rentrée scolaire. Kadiatou Suleiman Keïta pour plus de détails. Communautaire sur la sécurité routière se poursuit après Kindia, une initiative portée par la société minière Rio Tinto Simfer en collaboration avec l'ONG Club des Amis du Monde. Ce dialogue intervient dans un contexte où les accidents de la route continuent de faire des victimes, souvent parmi les plus jeunes. En ligne de mire, l'usage massif de motos pour le transport scolaire, souvent sans mesure de sécurité. Prendre 5 personnes sur la moto pour envoyer des enfants à l'école. Et tandis qu'ils payent cher l'école pour qu'ils ne prennent pas beaucoup de motos pour transporter leurs enfants à l'école pour éviter des accidents. Donc aujourd'hui, l'ONG est venu pour le dialogue sécurité routière. Nous, les syndicats moto-taxi, nous sommes contents à plus d'un titre. Pour inverser cette tendance, des solutions à court et long terme sont envisagées à l'approche de l'ouverture des classes. On va passer 15 émissions et des tables rondes sur les radios locales ici à Koya pour pouvoir vraiment sensibiliser les parents pour la rentrée scolaire sécurisée. Aussi avec certaines écoles qui sont touchées par la route, nous allons développer les cours d'éducation axés sur la sécurité routière. Donc, je remercie le Club des Amis du Monde à travers Rio Tinto qui a initié ce projet. Donc cette sensibilisation, nous ne pouvons qu'apprécier en tant qu'autorité. À Koya comme à Kindia, l'engagement est pris, celui de bâtir une conscience collective pour des routes plus sûres, et cela commence dès maintenant avec les plus jeunes. Journée des pharmaciens pour la célébration du côté de Bokeh. Le choix est porté sur l'hôpital Anaïm, une retrouvaille du personnel de santé. Les échanges portent entre autres sur le rôle des pharmaciens, la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques et la redynamisation du secteur en faveur des patients. Younoussa Tawel Kamara. Pour la deuxième année de suite, les pharmaciens de la région de Bokeh célèbrent le 25 septembre la journée mondiale des pharmaciens. La cérémonie a réuni tous les membres de l'Ordre national des pharmaciens de Bokeh et le personnel de santé de l'hôpital Anaïm de Kamsar, mais aussi de quelques chefs des centres de santé. Cette journée permet de sensibiliser le grand public à l'importance de cette profession et de mettre en avant les contributions des pharmaciens à la santé publique. Elle constitue également une occasion pour les professionnels du secteur de partager leur expérience, de promouvoir les bonnes pratiques et de renforcer la collaboration entre les différentes branches de la pharmacie. Les pharmaciens de la région de Bokeh contribuent à la santé publique par plusieurs moyens, notamment la prévention et l'éducation sanitaire. Ils jouent également un rôle clé dans la sensibilisation de la population sur des comportements favorables à la santé, en relayant des campagnes de santé publique et en fournissant des outils éducatifs. Au cours de la présentation du thème, un accent particulier est mis sur la bonne utilisation des produits pharmaceutiques et les enjeux de l'automédication. Le thème de cette année, Pensée santé, pensée pharmacien, vient nous rappeler à quel point le rôle du pharmacien est essentiel.
non seulement dans la chaîne de distribution des médicaments, mais aussi dans l'éducation sanitaire. Au terme de la cérémonie, les membres de l'Ordre national des pharmaciens de Boké ont procédé à la remise d'un stock de produits pharmaceutiques aux 2 structures sanitaires de Kamsara. Il s'agit du centre de santé militaire et le centre de santé de Kassapon en haute banlieue de la commune rurale. Santé toujours et de façon plus pratique, cette innovation au CHU d'Anka, il s'agit de la mise en marche de la salle de cathétérisme cardiaque. Le dispositif intervient dans le traitement des pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, des parties très sensibles du corps pour des prestations chirurgicales précises, ce qui va permettre de réduire les évacuations. Kernos Mandialo. Avec sa salle de cathétérisme cardiaque moderne, le CHU d'Anka réalise des chirurgies de pointe pour prise en charge des patients atteints de maladies au niveau du cœur ou encore pour déboucher des vaisseaux sanguins obstrués. Une avancée importante dans l'évolution du CHU qui entend devenir un pôle d'excellence dans la sous-région dans bien de domaines médicaux. Aujourd'hui, c'est la première salle en Guinée qui fait les cardiopathies congénitales, qui fait les fistules coronaires et le canal artériel. Si les malades sont éligibles chez les enfants, on les fait aujourd'hui. On peut faire des dilatations, on peut placer des stents à ce niveau. Et aussi au niveau de l'aorte abdominale, placer un stent graft, on le fait aujourd'hui ici. Déjà, au sein du CHU, la mise en marche de la salle de cathétérisme cardiaque soulage des patients qui étaient au bord du désespoir. Nous avons commencé le traitement de la maladie de ma mère à Kamsar en vain, avec plusieurs transfusions sanguines d'ailleurs. Nous ne comprenions pas, c'est ici que nous avons eu la solution. Aujourd'hui, Dieu merci, elle se sent mieux. Il est de notre mission de donner des services spécialisés afin de diminuer les évacuations sanitaires. Nous nous sommes alliés à des partenaires compétents pour s'assurer du transfert de compétences à nos spécialistes et donner des services hautement qualifiés ici en Guinée. Aux côtés des médecins guinéens, des médecins brésiliens soutiennent le développement de cette chirurgie de pointe à Conakry. Avec l'opérationnalisation effective de la salle de cathétérisme cardiaque du CHU d'Anka, l'hôpital est aussi appelé à recevoir des malades de la sous-région. Sport foot éliminatoire de la Coupe du Monde au mois d'octobre prochain. La Guinée joue la 9e et 10e journée. Peu avant, le sélectionneur Paulo Duarte anime un point de presse ce vendredi. Il publie la liste des 25 joueurs convoqués les 9 et 14 octobre, respectivement, contre le Mozambique et le Botswana. Djibril Kamara. Cette fois-ci, la nouvelle configuration de l'équipe nationale pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On peut compter 3 gardiens, 7 défenseurs, 7 milieux et 8 attaquants qui sont convoqués. Parmi ces joueurs, 3 nouveaux. Lamine Diaby Fadiga de Jazielo, Nia Bialystok, un club de la première division polonaise, Jocelyne Diané de Bastia en France et Abdou Karim Traoré de Leuven, Belgique. Premier, Osman Kamara, gardien. Soumala Sila, Moussa Kamara, Madiou Keita, Mokhtar Diakabi, Antoine Conté, Mohamed Souma, Dembo Sila, Sekou Sila, Isiaka Sila, Ibrahim Kamara, Alassane Bengora, Mori Konaté, Jocelyn Janet, Abdoulaye Touré, Morlaye Sila, Sedouba Sissé, Yadali Diaby, Osman Kamara, Salifou Souma, Aliou Baldé, Bachir Bangora, Abdou Karim Traoré, Lamine Fadiga et Serou Kirassi. Ça sont 25 joueurs disponibles
choisi pour cette confrontation. Dans son ambition de mener à bien sa mission à la tête du Syrie national de Guinée, Paolo Duarte compte sur l'apport de joueurs engagés, surtout les joueurs du championnat guinéen. Dans la poule G, seule l'Algérie a 19 points, Mozambique et l'Ouganda ont 15 points chacun. La Guinée, 4e avec 11 points, compte sur ses chances pour être parmi les 4 meilleurs. 2e. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.